Des anomalies génito-urinaires chez 40% des cas, à savoir le complexe des anomalies spinales, le syndrome de la jonction pilo-urétrale, l'ectopie rénale et l'imperforation anale isolée. Chez 7% des cas, des anomalies du système nerveux central, de la tête et du cou, euh, et des anomalies musculo-squelettiques qui comprennent des anomalies de membres, la scoliose, l'hémivertèbre et autres. Des anomalies aussi de développement maternel et fœtal qui comprennent l'oligohydramniose, le retard de croissance intra-utérin, l'artère ombilicale inique, le kyste allantoïdien, le choriongiome placentaire et la prématurité. On peut également avoir les anomalies gastro-intestinales chez 40% des cas, qui ce sont des hernies diaphragmatiques, les malrotations, les duplications intestinales, les atrésies, les acides, l'absence de vésicule biliaire, des anomalies de fixation du foie, les fistules et l'imperforation anale. Maintenant, l'omphalocèle peut aussi être retrouvé au sein d'un syndrome. Commençons par la pentalogie de Cantrell. Dans le cadre des célosomies supérieures, ces syndromes polymalformatifs associés dans sa forme complète, à part l'omphalocèle qui est sus-ombilical, on peut avoir des ectopies cardiaques, des malformations sternales inférieures, une ouverture diaphragmatique ou du péricarde apical, ou bien l'association possible avec d'autres malformations. Le syndrome de Beckwith-Wiedemann, qui est un syndrome de croissance excessive, qui associe une macrosomie avec une macroglossie et une viscéromégalie et des anomalies de développement, en particulier l'omphalocèle ou une hernie ombilicale. Son diagnostic repose sur l'association d'au moins 2 critères majeurs, soit une macroglossie, macrosomie, une anomalie de fermeture de la paroi abdominale ou organomalie, avec un critère mineur qui est soit une hypoglycémie, anomalie rénale, dépression auriculaire, tumeur embryonnaire, angiome facial, hyperplasie ou polyhydramniose. Le syndrome de Weiss, qui est associé à part l'omphalocèle avec une extrophie vésicale, avec une imperforation anale et le défect spinal. L'évolution. En absence d'un traitement urgent, la membrane amniotique évolue comme le cordon et s'opacifie, se dessèche, se rétracte et se fissure. Une épidermisation spontanée est possible à partir du collet avec des risques de rupture importants qui sont des complications gravissimes. Le pronostic généralement bon en cas de l'omphalocèle isolé, la survie elle est entre 75% et 95%. La mortalité et la morbidité résultent surtout de l'association à des anomalies structurelles et chromosomiques associées. Un fœtus avec l'omphalocèle géante peuvent développer une hypoplasie pulmonaire. Comme complication, on peut trouver une hypothermie, une infection, voire septicémie, une obstruction intestinale, l'hypotrophie qui cause plus de 10% des cas, une rupture qui est une complication gravissime car elle entraîne l'exposition du contenu, une éviscération et ses conséquences désastreuses que sont la péritonite, la déshydratation, la rétraction latérale des muscles droits au fur et à mesure des mois qui passent et finalement le décès. Le diagnostic différentiel de l'omphalocèle se fait avec la paroschisis. Le défect, la paroschisis qu'on va détailler après, le défect ici est étroit, latéralisé à droite de l'implantation du cordon qui est normal. Les viscères sont directement en contact de liquide amniotique. On peut aussi faire la différence avec l'extrophie vésicale ou le complexe de limb-body wall, qui est une malformation létale rare avec important défect de la paroi abdominale associée à des anomalies de membres, des anomalies crânio-faciales avec une scoliose sévère et cordon ombilical qui est court. Autre diagnostic différentiel, hernie du cordon. Là, il y a une persistance de l'hernie physiologique qui faisant communiquer le cellome interne avec le cellome externe. On peut avoir aussi un pseudo-omphalocèle en cas d'oligoamniose par la compression latérale de l'abdomen fœtal, par la paroi interne de l'utérus, par le placenta ou par l'opérateur, alors que la paroi abdominale est normale. On peut aussi avoir des lésions du cordon qui, parmi les masses localisées du cordon, on peut voir des dépôts localisés de la gelée de Wharton, un hémangiome et des lésions kystiques, et ces lésions sont spontanément résolutives. Comme étiologie,
L'étiologie n'est pas connue. Son mode d'hérédité autosomique dominant est actuellement celui retenu pour la plupart des auteurs. Cependant, il existe des facteurs de risque physique, comme les radiations pendant la période d'organogenèse entre 32e et 60 jours de la grossesse, les facteurs médicamenteux par l'action tératogène de certains médicaments, la posologie qui dépend de la nature, la posologie et le métabolisme dans l'organisme. Et surtout, il s'agit des antithyroïdiens de synthèse, le bas niveau socio-économique et un âge maternel supérieur à 40%, à 40 ans et des pathologies maternelles, à savoir le diabète, la carence alimentaire. Passons à la prise en charge qui a un but de réintégrer les viscères dans l'abdomen, réparer la paroi abdominale, prévenir ou traiter l'infection. Les étapes de la prise en charge, c'est une démarche anténatale obstétricale, prise en charge néonatale préopératoire et passant à la chirurgie. La démarche anténatale et obstétricale se fait par amniosynthèse à la recherche d'anomalies génétiques associées, des échographies prénatales répétées pour mettre en évidence des malformations associées et suivre l'évolution de l'omphalocèle. L'accouchement par voie basse est possible, sauf indication d'une césarienne ou en cas d'omphalocèle volumineux qui doit être fait dans un centre tertiaire près des équipes de réanimation et de pédiatrie. La césarienne pour omphalocèle géante pour prévenir aussi une dystocie ou une éventuelle rupture. Donc, à la salle de naissance, on installe le nouveau-né sur une table chauffante. La partie caudale doit être placée dans un sac stérile appelé le sac à grêle pour limiter la déperdition thermique et le risque septique. On corrige l'hypoglycémie si elle est existante et bien sûr la perfusion de besoins de base et mettre une sonde nasogastrique en aspiration douce et systématiquement mettre une antibiothérapie et bien sûr l'assistance respiratoire en cas d'une omphalocèle géante ou présence de complications. Toujours à la salle de naissance, on peut faire le tannage de sac, décrite par Grob. Donc ici, la surface de la malformation elle est badigeonnée de façon pluricotidienne avec une solution d'iosine. Un escarre sèche se forme au bout de quelques jours. L'omphalocèle est maintenu par un bandage élastique et 8 à 10 semaines plus tard, la chute de l'escarre sera remplacée par l'épidémisation qui est centripète et aboutit à une hernie ventrale. Donc, chirurgicalement, la technique et la chronologie de l'intervention, elle dépend de la taille, le contenu, la stabilité du patient et autres anomalies, et la réparation urgente est non indiquée, sauf en cas de rupture de sac.